Vous informer, c'est votre droit et notre devoir à la une de cette édition. À la 55e édition du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le président Félix Tshisekedi a lancé ce mercredi la plus grande réserve forestière tropicale du monde. Il s'agit d'un projet majeur de son pays contre le changement climatique en faveur de la biodiversité et du développement économique. Après la levée de la grève des conducteurs des taxis à Kinshasa, le calvaire des Kinois dans les transports en commun continue. Les bus Transco moins visibles dans les artères de la ville ce mercredi accentuent ce calvaire. Et puis, plus de peur que de mal, le taux journalier du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG est maintenu à 14 500 francs congolais. La décision validée à l'issue de la réunion tripartite entre l'intersyndicale nationale, la FEC et des ministres sectoriels est saluée par toutes les parties. Madame, Monsieur, bienvenue. La RDC est en marche pour devenir un modèle mondial prouvant que prospérité économique et protection environnementale peuvent s'allier de manière logique et mutuellement bénéfique. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi après-midi le président de la République Félix Tshisekedi dans son intervention à la 55e édition du Forum économique mondial qui se tient à Davos en Suisse. Je vous propose un extrait de l'intervention du chef de l'État. Aujourd'hui, je suis fier de partager avec vous une réponse concrète à cette vision, le lancement de la plus grande réserve forestière tropicale du monde. Cette initiative historique, sans équivalent, transformera non seulement notre paysage naturel, mais également les moyens de subsistance de millions de nos concitoyens. Cette extraordinaire réserve communautaire s'étendra sur plus de 2400 km, reliant le parc national de Virunga à l'extrême est de notre pays, les vastes forêts de l'Ituri et le fleuve Congo de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Ce projet vise à protéger les forêts primaires tropicales parmi les plus intactes de la planète, tout en préservant une biodiversité extraordinaire et des espèces fauniques endémiques, incluant les emblématiques gorilles de montagne, l'unique okapi et une multitude d'autres espèces végétales et animales propres au bassin du Congo. Mais cette initiative va bien au-delà de la simple conservation environnementale. Elle constitue une stratégie globale pour revitaliser notre économie, renforcer nos communautés locales et promouvoir une paix durable dans nos provinces orientales, longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité. Ce projet améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protégera près de 108 000 km² de forêts vierges et créera plus de 500 000 emplois, dont au moins 20 000 spécifiquement destinés aux jeunes, hommes et femmes, démobilisés des groupes armés. Mesdames et messieurs, le bassin du Congo, trésor naturel inestimable, regorge de forêts luxuriantes et d'une biodiversité exceptionnelle. Son potentiel en matière d'énergie renouvelable et de développement durable est immense et nous sommes résolument engagés à le réaliser. Nous restons à Davos avec ce focus de la presse présidentielle sur le premier jour de ces assises du Forum économique mondial. Leaders politiques, économiques, universitaires et représentants de la société civile, tous étaient présents ce mardi au centre de congrès de Davos pour l'ouverture officielle de la 55e édition du Forum économique mondial. Le World Economic Forum 2025 a été inauguré par des allocutions de Karine Keller-Sutter, présidente de la Confédération suisse, suivie d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne. La dirigeante de la Confédération helvétique a déclaré que notre époque est celle de l'imprévisibilité prévisible.
Elle a en outre mis en garde l'assistance contre la concentration des richesses et des ressources entre les mains d'une petite élite, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la paix sociale dans le monde. Pour sa part, la chef de file de la Commission européenne a affiché sa volonté de promouvoir le multilatéralisme pour résoudre les crises auxquelles notre monde fait face. Comme annoncé, les questions principales mises au cœur de ce forum étaient: comment le monde doit-il réagir face à l'intelligence artificielle, la protection du climat, la crise géopolitique ou la cybercriminalité? À ces interrogations, les dirigeants mondiaux invités à s'exprimer ont chacun donné une réponse singulière marquée par leur vision du monde. L'intervention du chef de l'État congolais annoncée pour ce mercredi est très attendue. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va annoncer le lancement d'un vaste projet structurant pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et pour stimuler les développements économiques. Parallèlement à ces assises, et comme c'est la tradition à Davos, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des rencontres bilatérales avec des dirigeants étrangers. Le chef de l'État a ainsi rencontré le président de la République d'Israël, Isaac Herzog. Les deux dirigeants ont passé en revue les sujets d'intérêt commun en insistant sur les efforts à mener pour rétablir la paix aussi bien au Proche-Orient qu'à l'est de la RDC. Ensuite, le chef de l'État a eu un entretien avec le président du Conseil de l'Europe, Alain Berset. Les deux dirigeants ont évoqué l'approfondissement de la coopération entre le Conseil de l'Europe et la RDC. Enfin, l'ultime rencontre bilatérale du jour était réservée au président sud-africain Cyril Ramaphosa, un allié de poids de la RDC, notamment dans la résolution de la crise dans l'Est, puisque des soldats d'Afrique du Sud font partie du contingent de la SADC, présent en RDC en appui au FARDC, dont le rôle est essentiel dans la stabilisation du pays. Les deux chefs d'État ont eu un entretien d'1 heure. Ce mercredi 22 janvier, ce sera un jour important pour la République démocratique du Congo à Davos, puisque notre pays organise une session privée sur le bassin du Congo consacrée à la valorisation des richesses de notre patrimoine naturel mis au service de la lutte contre le changement climatique. Je l'ai annoncé au sommaire, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG reste fixé à 14 500 francs par jour après une réunion tripartite entre l'intersyndicale nationale, la FEC et des ministres sectoriels. Cette décision saluée par toutes les parties garantit le respect des prochaines étapes prévues et c'est finalement la décision du ministre en charge du travail et emploi qui a été maintenue. Suivez-les dans cet extrait choisi par Ebenezer Bouanga. Nous nous sommes entendus, les employeurs et nous, tous sont d'accord que les 14 500 sont des acquis que personne ne remet en cause. Il faudra maintenant seulement, pour besoin des procédures, qu'on convoque un Conseil national du travail qui doit valider pour que cela soit conforme. Ensuite, la mesure reviendra à la première ministre qui prendra un décret pour consacrer cela. Je pense que la lettre, si ma mémoire est bonne, de son Excellence Madame la Première ministre, du 8 janvier, avait clairement indiqué que entre les parties prenantes à ce dossier, c'est-à-dire le banc patronal et les bancs syndicales, il n'y a pas de divergence sur le montant revu du SMIC, mais Madame la chef du gouvernement insiste sur le respect de la procédure, parce que le respect de la procédure garantit la qualité de la mesure et du texte qui porte la mesure. Ce qu'il faut éviter, c'est que demain, la mesure ou le texte soit attaqué en justice et qu'on recule. Donc il a été conclu que dans les meilleurs délais possibles, le ministre de l'Emploi et du Travail, qui est le président du Conseil national du travail, va convoquer le Conseil national du travail pour formaliser cette décision et le ministre reviendra avec la décision du Conseil national du travail pour la faire entériner au niveau du gouvernement, permettant ainsi à Madame la Première ministre de prendre par décret le texte qui va fixer le nouveau SMIC en République démocratique du Congo. Et nous sommes convenus que le taux des 14 500 francs congolais est accepté par toutes les parties.
Néanmoins, nous allons discuter les autres questions au CNT qui sera convoqué dans, la semaine prochaine. Le Premier ministre a une grande sagesse et c'est comme ça qu'il nous a menés comme ça facilement dans une solution. Journée de prière et collecte d'offrandes en soutien au FRDC et nos patriotes Ouazalendo. Le gouvernement s'active pour l'événement. C'est dans ce cadre que le ministre de la Justice et le secrétaire général de la SYNCO ont échangé mardi à Kinshasa. Suivez Donatien Cholet à l'issue de cet entretien. C'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires, personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années, avant que la situation s'empire, où on a touché de doigt la réalité de nos militaires. Donc l'Église catholique n'a pas de problème pour prier, mais dans sa particularité. La particularité, c'est quoi? C'est-à-dire notre foi nous demande d'aller plus loin, de prier même pour l'ennemi. Ben, évidemment, ici, le ministre voit le FARDC avec raison. C'est voilà pourquoi nous disons que donc, il n'y aurait pas d'inconvénient pour l'Église catholique de prier pour la paix, parce que les militaires sont victimes de manque de paix à l'est du pays, et il n'y a pas que des militaires. Pensons à tous ces déplacés, à toutes ces familles de personnes qui vivent dans la forêt, à toutes ces victimes des enfants orphelins. Donc ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la prière. Donc ce serait l'occasion justement pour intensifier les prières que nous faisons déjà pour la paix. Alors, une autre particularité pour les quêtes pour l'Église catholique, c'est le droit canon dont que l'État congolais s'est engagé à respecter dans l'accord cadre. Dans le droit canon, le canon 1254 précise les finalités des offrandes, notamment pour destinées au culte, destinées aux ministres, destinées à l'apostolat, mais aussi destiné aux œuvres caritatives. Donc c'est dans cette perspective-là, bien sûr que les militaires ont aussi besoin de la charité, leur famille, et tout comme les autres aussi. Donc c'est dans le respect de notre doctrine, de notre foi, du droit canon, que nous pourrons répondre à cette initiative. Le ministère de la Justice a annoncé la vente aux enchères des biens de Corneille Nangaa, ex-président de la CENI, devenu parmi les vendus de Paul Kagame à travers l'AFC. Prévue pour le 30 janvier 2025, cette mesure vise à indemniser les victimes de l'agression rwandaise. Pour Constant Mutamba, c'est en exécution des arrêts de la Haute Cour militaire et de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe qu'il sera procédé à la mise en vente publique de biens ayant fait l'objet des confiscations. Il s'agit de l'hôtel Castello, situé sur l'avenue Prince de Liège, dans la commune de la Gombe. La villa située au numéro 34 de l'avenue Colonel Tchachi, dans la commune de la Gombe. La villa située au numéro 34B de l'avenue Macampagne, dans la commune de Ngaliema. La villa située au numéro 36 de l'avenue Biangala, quartier Salongo Sud, dans la commune de Lemba. La villa située au numéro 66 A2 de la route de Matadi, quartier d'Elvo, dans la commune de Ngaliema. 2 appartements situés dans l'immeuble Dikin, dans la commune de la Gombe. Il s'agit également d'une maison en construction située au numéro 150 de l'avenue Loa, dans la commune de Kinshasa, et d'une parcelle vide clôturée située au numéro 32 de l'avenue des Offres, quartier Ngombe Kikusa, dans la commune de Ngaliema. À noter que cette décision du ministre de la Justice intervient quelques mois après la condamnation à mort de Corneille Nangaa. C'est hier, mardi 21 janvier 2025, que Thérèse Kapangala a totalisé 7 ans dans l'au-delà après sa mort tragique à Kinshasa. Pour commémorer sa disparition, une messe a été dite hier mardi en la paroisse Saint-François de Sales à Kinshasa. Trésor Corneille Tambi. Alors qu'elle manifestait son attachement aux valeurs démocratiques de son pays, Thérèse Kapangala, aspirante à l'œuvre de Dieu, se vit fauchée par une balle en pleine manifestation pacifique anti-troisième mandat de Joseph Kabila. Il y a de cela 7 ans, cet événement malheureux, survenu un certain 21 janvier, a encore cette année réuni plusieurs figures de l'opposition, de la société civile, les membres de sa famille biologique, ainsi que des Kinois, venus nombreux à cette messe célébrée à sa mémoire à la paroisse catholique Saint-François des Sales
afin de rendre un vibrant hommage à celle qui est considérée comme une martyre de la démocratie. Rappelons que cette servante de Dieu a succombé suite à l'appel du comité laïque de coordination afin de barrer la route à un troisième mandat de Joseph Kabila qui violerait la Constitution. Depuis lors, les démarches entreprises par sa famille biologique pour que justice soit rendue sont restées sans suite. Les bus de la Société de transport du Congo, Transco, ne sont pas visibles sur les artères de la ville de Kinshasa. Les travailleurs et les élèves peinent en passant plusieurs heures dans les arrêts de bus pour trouver moyen de déplacement. Didier Ilunga a fait le constat. Unique entreprise de transport public routier dans laquelle l'État est actionnaire majoritaire. Transco est accusée par la population de n'avoir pas pu assurer les déficits de moyens de transport lors de la grève des conducteurs dans la ville de Kinshasa. Est-ce que l'État a camion à commettre pour ya privé tout le monde a beau bimisango. Ce que tu as tambolate, mboka na biso mo est-ce que tu as tambolate pensa? Banda tu es na transport exact. Ne singa mais banda 11 pendant c'est la transport. Na ok nchang. Mais tala ti siko na saka na re. Et so te na tiki mono pita funa zo nchang na la mana ya biloko koto. Mais na telemika transport exact to nyo kwa ma biso to za na nchang no to nyo kwa ma. Transport exact to na mboka o to ba paya. Nous autres biso ba kolomboka ne to yeba te. Pour plusieurs analystes, le nez de l'équation réside sur le nombre de bus mis en circulation pour desservir le Quinois, toujours confrontés à la problématique de moyens de déplacement, pouvant leur permettre de joindre leur lieu de service à l'air, ou regagner sans difficulté majeure leur domicile, hormis les embouteillages devenus chroniques. L'État est le premier patron du Congo. Je souhaiterais qu'il puisse mettre les engins comme les transports, en fait de mettre les transports en mouvement, de mettre beaucoup de véhicules qui permettraient à ce que la population ne puisse pas être pénalisée en ce qui concerne les transports. Parce qu'on ne peut pas accepter que lorsque les privés grèvent, et toute la population, toute la ville est KO. L'entreprise Transco limitée en termes de capacité de transport en commun au regard du besoin croissant lié au boom démographique dans la capitale Kinshasa est placée devant ses responsabilités à apporter des solutions appropriées à même de combler les vides. Sur cette lancée, il est important de rappeler qu'à l'instar des Transam, Estic et autres, des tristes mémoires, la gestion tumultueuse des Transco met en péril les capacités de l'entreprise à remplir son rôle. D'où l'impératif de repenser la situation en vue d'ouvrir la voie du progrès. Le spectre du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche plane sur la scène internationale et particulièrement sur l'Organisation des Nations Unies. Durant son premier mandat, le milliardaire républicain n'a pas hésité à bousculer l'ordre mondial établi. Son deuxième mandat pourrait signifier un nouveau défi pour l'organisation, voire une crise existentielle. Décidément, les enjeux sont en détail. Pilier du système international, fondé sur le dialogue et la coopération, l'ONU pourrait se retrouver fragilisé par improbable désengagement américain. Les financements déjà mis à rude épreuve risqueraient de chuter davantage, compromettant de nombreuses missions humanitaires et de maintien de la paix. Plus fondamentalement, la remise en cause de valeurs et de principes fondateurs de l'organisation planétaire, tels que la promotion des droits humains et la lutte contre le changement climatique, pourrait ébranler la confiance des États membres et limiter l'efficacité de cette organisation. La question qui se pose avec acuité est celle de savoir, l'ONU saura-t-elle s'adapter à une éventualité visant les changements de la donne? Pourra-t-elle maintenir son rôle central dans la résolution des crises et des conflits face à une administration américaine qui pourrait lui être ouvertement hostile? Le retour de Trump pourrait non seulement révéler les faiblesses structurelles de l'organisation, mais aussi, paradoxalement, la contraindre à se réinventer. L'ONU, à l'aube d'une nouvelle ère, est donc plus que jamais à la croisée des chemins. La 30e édition de la Linafoot Illico Cash Ligue 1 reprend dans la confusion avec un calendrier de matchs en retard pour le TP Mazembe et Maniema Union. Malgré la suspension annoncée pour préparer les Léopards A au stage de Dubaï, cette compétition arrivera-t-elle à son terme dans de telles conditions? C'est la question qui est sur les lèvres de plusieurs.
C'est les dialogues de sourds entre la Fédération congolaise de football association et les championnats nationaux de football, classés depuis jadis parmi les 5 compétitions les plus fortes, chose qui n'est plus le cas aujourd'hui. Non-respect des calendriers des matchs, arrêt improvisé de confrontations, discordance de notes entre les deux parties, signe irréfutable d'absence de communication. Joueurs, entraîneurs, dirigeants de clubs et passionnés des sports sont inquiets de cette situation, ne comprenant surtout pas la véritable nature de la gestion choisie de part et d'autre. Les matchs en retard de groupe A, qui devaient clôturer la phase aller, ont repris alors que le joueur de Léopard A, sous la conduite de l'entraîneur Otis Ngoma, sont à Dubaï pour la préparation du championnat d'Afrique des Nations prévu d'ici 6 mois. À noter que ces stages qui fait couler beaucoup d'encre de salive, bloquant les championnats nationaux, les ministres de Sport et Loisirs Didier Boudimbo, incluant que cet exercice fait partie de la préparation et la suspension du championnat national de football, ne peut avoir un rapprochement avec la programmation du stage actuel de Léopard. Une préoccupation cependant, ces joueurs garderont-ils leur capacité de jeu ? Comme en pareille circonstance, les très controversés Constant Marie Sélémani s'érigent en donneur de leçons sur la brouille, ionisant sur sa gestion. Faut-il le prendre au sérieux ? Ceux qui ont connu ces 18 ans de règne chaotique à la tête de la Fédération congolaise de football association peuvent répondre à la question. À retenir que le désordre que le championnat provincial et la Ligue nationale de football, les transferts douteux et les litiges mal gérés sont autant d'héritages légués par Constant Omari Sélémani, d'où le souhait de tous et de le voir plutôt à la retraite. Fin de cette édition du journal, revoici ses principaux titres. À la 55e édition du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le président Félix Tshisekedi a lancé ce mercredi la plus grande réserve forestière tropicale du monde. Il s'agit d'un projet majeur de son pays contre le changement climatique en faveur de la biodiversité et du développement économique. Après la levée de la grève des conducteurs des taxis à Kinshasa, le calvaire des Kinois dans le transport en commun continue. Les bus Transco moins visibles dans les artères de la ville ce mercredi actuellement ce calvaire. Et puis, plus de peur que de mal, le taux journalier du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG est maintenu à 14 500 francs congolais. La décision validée à l'issue de la réunion tripartite entre l'intersyndicale nationale, l'AFEC, des ministres sectoriels et saluée par toutes les parties. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.